Et voilà, j'ai lancé Hello YouTube. On se retrouve pour une nouvelle rediffusion de Sunrise. Je leur dis à chaque fois qui, j'espère, sera publié sur YouTube parce que c'est jamais une certitude avec moi. Mais donc aujourd'hui, on va parler d'open source. Et on va notamment avoir un invité, en tout cas quelqu'un que je voulais absolument avoir sur cette soirée, qui est Pierre Desmailly, qui est un des contributeurs sur Node Secure qui participe pas mal et sur d'autres projets open source. Et donc voilà, aujourd'hui, on va pas mal parler d'open source, comment on se lance dans l'open source. Et bon, tout ça va être un peu axé évidemment sur les projets que moi je maintiens. Donc tout ça, c'est forcément, il y aura pas mal d'opinions et beaucoup de choses qui me concernent principalement moi, enfin la communauté avec laquelle je travaille, etc. Donc évidemment, c'est pas représentatif de forcément tous les projets open source, mais l'objectif c'est quand même d'apporter des premières réponses qui sont quand même plutôt génériques à un tas de projets open source et de discuter avec les gens présents d'ailleurs s'ils ont des questions, etc. au fil de l'eau, euh, voire même de discuter voilà, de leur parcours et de ce que les gens, pourquoi ils voudraient faire pourquoi ça les motiverait de faire de l'open source, etc. Et donc ça va être un peu l'objectif du Sunrise ce soir, voilà, d'enclencher un petit peu euh, des discussions autour de tout ça et on va essayer de voir après donc avec Pierre pour faire un peu de pair prog et faire une des issues qu'on a sur notre Secure, un petit peu comme si vous étiez un contributeur qui arrivait dans le projet et de voir un petit peu les étapes qu'on va prendre pour réussir à faire tout ça, quoi. Euh, je vous switch sur mon écran du coup. Donc là, je vous présente la page principale de notre Secure. Et donc, un des premiers sujets, euh, avant, un peu, avant de parler un peu plus avec toi, Pierre, on va y arriver. Euh, un des premiers sujets, et je vais utiliser notre Secure pour vous présenter ça. Et ça, je pense que même ceux qui sont présents là, c'est un sujet qui vous intéresse pas mal, mais notamment, c'est une des questions qu'on me pose évidemment le plus souvent à moi, mais qui est bah, qu'est-ce qu'il faut faire ou comment on se lance un petit peu dans l'open source. Et ça, du coup, je le répète à chaque fois, mais du coup, il suffit. Nous, par exemple, sur notre Secure, on a un guide pour les Français, donc qui est complètement français. On en a en anglais aussi. Mais typiquement, bon, bah, chacun se lance dans l'open source pour des raisons qui leur sont propres, hein, que ce soit pour améliorer vos compétences, que ce soit pour collaborer donc avec des gens qui vous passionnent, enfin que vous admirez ou autres, que ce soit moi, notre ami Tony, Vincent, Antoine ou n'importe qui à travers les projets qui sont voilà, qui se démarquent avec quand même du travail qui est assez cool. Que ce soit voilà parce que peut-être la sécurité ça vous intéresse, donc peut-être que notre sécurité ça vous parle, ou peut-être qu'on a d'autres projets qui touchent d'autres sujets. Nous on travaille beaucoup autour de la développeur expérience, de construire des outils, donc je sais que c'est quelque chose qui parle à beaucoup de développeurs de réussir à, enfin en tout cas de contribuer à rendre la vie des développeurs plus simple, enfin meilleur, je sais pas quels seraient les bons termes exactement. Voilà, on va pas forcément, il y aurait probablement pas de choses à dire. Donc voilà, implémenter des outils ou n'importe quoi. Donc ça, c'est à peu près chaque projet. Donc après, il faut trouver un projet, voilà, qui vous plaise un minimum ou avec des gens qui vous plaisent, etc. Quelque chose qui vous attire un petit peu. Et pour commencer à contribuer, moi je le répète, il faut souvent un peu se lancer et essayer de lire, trouver des issues. Dans le cadre de Node Secure, c'est assez cool parce que moi je fais des conférences en Node.js, on a des gens qui parlent en français aussi. Si vous faites en français, c'est cool, on a quand même pas mal de contributeurs français. Mais globalement, c'est aller lire la code base, essayer de voir est-ce que vous avez des issues qui sont accessibles pour les premiers contributeurs, etc. Et donc ça fait partie un petit peu de la découverte d'un projet open source. Et si vous voulez vous lancer dans un projet open source, je pense que vraiment lire est un des éléments les plus importants et éventuellement prendre le temps, dans notre cas, rejoindre le Discord, parce qu'il y a un tas de discussions, etc. Et voilà, en fait, c'est une des premières étapes. Participer aux soirées Sunrise, par exemple, aussi, c'est un des éléments qui est clairement un facteur clé. Et donc voilà, pour commencer un peu ce sujet-là, ça peut être une des façons. Et donc chacun des projets
Alors, bien évidemment, en fonction de la taille des projets, je vous prends par exemple dans notre JS, on a des working groups, mais voilà, ça peut être des petits projets avec un ou deux mainteneurs, et donc des fois, c'est juste essayer d'aider sur une ou deux issues et essayer de faire des commentaires, est-ce que je peux aider ou des choses comme ça. Et généralement, on va dire que, enfin, vous pouvez rien, rien vous empêche de tomber peut-être sur un mainteneur qui est, qui est, qui est, qui est un peu voilà de mauvaise foi ou qui sera peut-être voilà qui sera un petit peu en termes de mentalité pas top, mais la plupart du temps les gens accueillent très ouvertement voilà si vous leur proposez l'aide, etc. Et probablement sur des gros projets comme des frameworks que vous utilisez ou des choses comme ça, vous aurez toujours quand même un tas d'issues où il est possible de vous lancer et de contribuer et aider du coup quoi. Voilà du coup aujourd'hui, on va un peu parler, donc du coup, on va déjà commencer un petit peu à parler avec Pierre, mais éventuellement parler avec les autres aussi, parce que c'est super intéressant. Mais du coup, Pierre, je te laisse aussi un petit peu te présenter. Et Ouais, ouais, vas-y. tout d'abord, merci pour l'invitation. Donc moi c'est Pierre, j'ai 24 ans, je suis développeur depuis 4 ans, un petit peu plus de 4 ans maintenant. Hmm. Euh, Ma première expérience de code, ça remonte à mes 11 ans, mes 12 ans. En fait, à l'époque, je jouais à un jeu sur navigateur qui s'appelait Abo, et c'était payant, du coup j'ai basculé sur les serveurs privés. Et au final, j'ai voulu créer mon propre serveur. Du coup, j'ai suivi des guides à l'époque. Et j'avais créé mon jeu avec un CMS en PHP, une base de données MySQL, etc. Et une fois que j'avais mon jeu qui fonctionnait, en voulant customisant, c'est comme ça que je suis rentré dans le code, à faire du PHP, du HTML, du CSS. Hmm. Et voilà. Et sinon, pour la particularité de mon parcours, c'est que je suis passé par une formation bootcamp. Euh, L'école, c'était pas du tout mon truc. Je sais même pas le bac alors que j'ai fait 5 ans de lycée. Enfin, voilà. Donc Ouais. j'ai fait une formation bootcamp PHP pendant 8 mois. PHP Symfony. Suite à cette formation, j'ai fait un stage en ESN chez IBM. Et là, j'ai découvert Angular. Euh, J'étais pro back, pro PHP. Au final, Angular, full front, rien à voir. Mais j'ai trop kiffé parce que j'avais fait un peu de JS, de l'Ajax, de la manipulation de DOM, vraiment du JS très basique. Il fait de Hmm. découvrir TypeScript, de découvrir les tests unitaires, la programmation active en RxJS et tout plein de trucs. C'était vraiment trop passionnant et ça fait 4 ans que je fais du Angular. Je me spécialise en Angular en front. Et aujourd'hui, je suis full stack. J'ai de plus en plus d'appétence pour le back, surtout pour le tooling en Node. Et voilà. Et je fais de l'open source, notamment depuis l'été dernier sur NodeSecure. Ok, ouais. Et c'est vrai que c'était une question que j'avais pour toi. T'as commencé. C'est vrai est-ce que t'avais commencé par autre chose ou t'avais vraiment commencé par Node Secure au tout début? En open source, j'ai créé des projets perso. Oui, oui. J'ai open sourcé que j'ai posé sur NPM, mais Hmm. non, sinon, Ok, les ok. vrais projets, les vraies premières contributions open source, c'est NodeSecure. Et du coup, du coup, c'était une de mes questions suivantes. Qu'est-ce qui t'a poussé justement euh, à contribuer, enfin, sur notre Secure, même si je me doute un petit peu de la réponse, voilà, mais je sais qu'en plus voilà, vu que tu étais aussi avec Nicolas, enfin, parce que voilà, pour la petite histoire, voilà, enfin, voilà, on a des amis proches et des gens qui sont, entre parenthèses, avec qui je travaille, etc., qui te connaissent. Euh, Ouais, c'est ça. donc ça, c'est Ouais, donc le lien a été fait comme ça, je pense, non, si je dis pas de bêtises. moi, je te connaissais à travers Nico, forcément. Et Hmm. je voyais ce que tu faisais, je voyais que tu étais très, très, très skillé. Et je savais que tu étais hyper accessible. Ouais, C'est vrai que quand on est junior ou quoi, on n'ose pas ouais, forcément aller voir quelqu'un d'expérimenté comme ça. Et au final, j'ai d'abord rejoint ES Community, ensuite j'ai rejoint le serveur ok. Multicure et c'est comme ça que j'ai commencé à Et, prendre mes premiers tickets. Et au et- final, ce qui m'a poussé, c'est ouais. vraiment travailler avec toi déjà et ouais, monter en skill,
faire des choses différentes de ce que je fais au boulot, travailler sur des projets vraiment carrés, tout ça, quoi. Ouais, ok, je vois très bien. Et d'ailleurs, c'est un truc que je répète, même ceux qui me regardent là sur YouTube, c'est vrai que tu disais je suis accessible et c'est un truc que je répète aux gens, je suis vraiment quelqu'un de très très accessible. Même d'ailleurs les gens qui me parlent sur LinkedIn, que ce soit sur Discord ou autre, le savent puisque je leur réponds et j'investis quand même pas mal de temps. Certains me disent que je suis hérétique vis-à-vis de tout ça, mais j'investis quand même une grande quantité de temps s'il faut aider ou quoi que ce soit, donner des critiques. Parce que voilà, j'ai pas trop une langue de bois non plus, donc généralement j'aide, mais jusqu'au bout. J'hésite pas à dire aussi des fois des vérités qui peuvent voilà, être un peu plus difficiles, mais en tout cas, je suis toujours là pour aider, etc. Et même dans mon rôle de mainteneur, c'est quelque chose que je valorise beaucoup. Enfin, j'essaye de dire aux gens, bah, n'hésitez pas, notamment les gens qui veulent contribuer en open source, venez s'asseoir sur le Discord, venez poser vos questions, venez nous déranger en fait, hein. C'est comme si, enfin, faut s'imaginer, c'est un peu comme si on était dans une entreprise. Et c'est toujours un peu le sujet quand on dit, vous savez, les juniors, il y a un moment donné aussi, si vous êtes bloqué ou quoi que ce soit, il ne faut pas hésiter à aller poser la question, hein, entre parenthèses, votre lead, etc. Et c'est vrai qu'en open source, bah, qui est le lead, enfin, en tout cas, c'est les mainteneurs du projet, et donc il ne faut pas hésiter à leur poser encore plus peut-être en open source, parce que on fait tout ça sur notre temps libre, c'est compliqué, donc faut pas hésiter à venir nous prendre notre temps, à aller poser les questions, etc. Enfin, c'est vachement important, je vous le dis, si vous regardez. Et même dans d'autres projets, il faut pas hésiter. Enfin, si les mainteneurs sont pas dispo, que les gens sont pas bienveillants, pas empathiques, et qui s'en foutent complètement, enfin, je veux dire, ça va être un projet qui. Enfin, à mon avis, c'est un projet qui ira pas. Enfin, qui ira nulle part, quoi, parce que c'est rarement quand même des comportements qu'il faut avoir quand on veut construire une communauté. Et donc clairement, bah, n'hésitez pas. Ça, c'est le point où les gens hésitent beaucoup. Ils se disent, ouais, on va galérer, ça va, enfin, on va faire perdre du temps aux gens, etc. Non, mais c'est normal. Au début, vous débarquez dans un projet. Surtout notre Secure est devenu un sacré projet aujourd'hui. Donc c'est vrai que ça fait un peu peur au début, hein. C'est pas, faut pas hésiter, voilà, à demander de l'aide. Clairement, n'hésitez pas. Je vais en profiter s'il y en a ici qui veulent qui veulent justement dire quelle est un peu leur motivation à faire de l'open source. Euh, S'il y en a qui veulent, je sais qu'on a notre ami Tony qui est présent, qui fait du coup qui fait déjà pas mal d'open source. Et d'ailleurs, il a sorti une vidéo il y a peut-être une semaine sur le Summit Node.js que je vous recommande d'avoir si vous avez regardé ce Sunrise et que vous n'avez pas vu la vidéo, il faut clairement aller la voir. Euh, une vidéo trop trop cool sur l'open source liée un peu à Node.js mais qui parle de sujets un peu plus généralistes. Donc, idem, je mettrai le lien en commentaire. Merci, cher ami. Toujours, faut être présent pour s'aider. Non, mais voilà, si on a d'autres, je sais que Yaya en discutait la semaine dernière aussi. Il me semblait que tu voulais faire de l'open source. N'hésitez pas si vous avez justement, si vous voulez parler un petit peu sur ce sujet-là. Il n'y a pas de problème. On a, on a des gens timides. C'est pas grave. Du coup, je vais repasser. Tac. Tac, tac, tac. Ce que je vais faire, c'est que je vais du coup un peu présenter sur quoi on va travailler. Tac. Excusez-moi, je fais attention à bien faire mes scènes en même temps parce que sinon ça va pas trop le faire pour l'enregistrement. Du coup, un des sujets que on a envie un peu de démontrer ce soir avec Pierre, c'est justement essayer de vous montrer. Alors évidemment, avec ses défauts, etc., parce que nous, on est déjà contributeurs, donc ça ne peut pas représenter la vraie difficulté que vous aurez à faire une toute première contribution, et ce sera probablement sur des sujets encore plus simples que celui-là. Enfin, éventuellement, ça dépend de votre niveau technique enfin, que vous avez à l'heure actuelle. Euh, mais aujourd'hui, quand on arrive en open source, justement, on est un premier contributeur. Bah, généralement, on tombe sur l'org. On est allé voir du coup éventuellement pour nous le guide qui nous dit bah, comment est-ce qu'on peut contribuer pour la première fois. Généralement si on est sur le Discord, je vous le dis, si vous êtes sur le Discord, je vous le montre là,
vous avez ce petit salon qui s'appelle Good First Issue. Et j'essaye, mais à part généralement assez vite, hein, de mettre des issues là-dedans qui sont assez accessibles généralement. Elles sont, entre parenthèses, assez simples. Et donc c'est aussi une des façons d'avoir, en tout cas quand elles sont nouvelles, j'essaye de les mettre dedans. Donc c'est une des façons d'avoir les issues, voilà. Mais éventuellement, on a aussi des projets où on peut voir donc effectivement toutes les issues en Good First Issue. Alors là, je suis en zoomé, c'est pas super évident. Et là, par exemple, celle qu'on va faire, elle est ici. Mais éventuellement, si vous lisez le code, enfin si vous naviguez peut-être sur un projet qui vous plaît un peu plus et que vous trouvez un sujet sur ce projet-là, bah, n'hésitez pas non plus. Enfin, il n'y a pas forcément un tutoriel précis et unique sur comment trouver la bonne issue. Peut-être que vous trouverez un sujet qui est même pas une issue aussi. Il faut pas hésiter. C'est pas parce que c'est pas une issue que c'est pas forcément un sujet. N'hésitez pas soit à créer une issue. Si vous voyez quelque chose que vous pouvez améliorer, bah, n'hésitez pas non plus à le faire, quoi. C'est pas interdit, quoi. Du coup, le sujet qu'on veut prendre, donc là, on rentre sur un sujet. Alors, la première idée, c'est d'essayer de lire le sujet et essayer, bah, évidemment, de comprendre ce qu'on nous demande. Si éventuellement vous ne comprenez pas ou vous avez besoin d'informations complémentaires, bah, n'hésitez surtout pas à demander sur le Discord. Par exemple, ici, je suis dans Note Secure JSX-Ray. Typiquement, ce que je peux faire, c'est ouvrir le Discord, euh, aller dans la partie Note Secure. Soit il n'y a pas de salon et donc je me mets dans Blabla, soit par exemple là JSX-Ray ça existe et donc je peux rentrer dans le salon et éventuellement poser ma question ici, euh, dire s'il vous plaît j'ai besoin d'aide, j'ai pas forcément tout compris ou je veux être sûr d'un élément, n'hésitez pas à m'aider. Euh, et vous aurez une réponse la plupart du temps en moins de 24 heures, enfin on est très actif donc il n'y a pas de souci là-dessus, quoi. Donc voilà, déjà en termes d'étapes de comment vous pouvez vous y prendre. Là, en l'occurrence, Stissus, ce qu'elle nous dit, c'est qu'on, donc dans JSX-Ray, qui est notre scanner AST qui va nous permettre de détecter des anomalies dans des codes JavaScript, on va dire, bah, on va vouloir détecter toutes les URL qui vont être un peu, en fait, qui vont avoir des extensions un peu bizarres, qui vont être .link. C'est des choses qui sont utilisées un petit peu, vous savez, c'est des domaines qui sont soit gratuits et que les pirates et les hackers vont souvent utiliser. Et donc là, l'objectif, c'est d'aller trouver dans des codes JavaScript, en tout cas détecter des URL. On nous donne un exemple ici, enfin j'ai mis un exemple un peu bidon, une URL du type https foobar.xyz. Alors ça, il faudrait la détecter. Typiquement, dans un code, ça pourrait donner ça. On pourrait avoir une variable égale notre URL. Et donc, en gros, en tout cas, le projet JSX-Ray fait tout un tas de détections comme ça. Et on va utiliser... euh, alors ça, on y reviendra justement dans un prochain Sunrise avec notre ami Antoine, sur lequel on va parler d'AST prochainement. Donc là, je ne vais pas forcément rentrer trop dans le détail si vous n'êtes pas, si vous n'êtes pas habitué à tout ça, etc. Limite, c'est pas forcément un détail qui nous intéresse incroyablement ici. Euh, mais l'objectif, ça va être d'identifier ce petit bloc qui s'appelle literal, où dedans, on va avoir notre valeur qu'on va chercher à détecter tout simplement. On va essayer d'exécuter une expression régulière euh, sur ce code-là. Euh, voilà. Je pense que je peux éventuellement te passer la main. Commencer à te passer. Enfin, tu peux faire une partage. Ouais, Je vais couper la mienne. Tac. Tac. Juste le temps que je me trouve. Passer en lecteur. Que je suis en full screen quand même. Hum, hum, hum. Ça charge. ok. Les aléas du direct. Pareil pour moi, ça charge. Essaye peut-être de refaire, Pierre. Ça va peut-être déconner. Maintenant c'est bon. Yes.
T'es sur l'issue là, Yes. je vois. C'est ça. Yep. Donc voilà, donc Ok. typiquement quand vous êtes un contributeur, donc là le premier objectif généralement c'est d'aller faire un fork. D'ailleurs c'est une erreur que certains font, euh, tu vois, avant que tu appuies sur notre cher bouton fork, donc qui est tout en haut à droite. Euh, ouais, exactement ici. Certains, en fait, des fois, ils clonent le repository directement et ils vont faire une nouvelle branche, mais évidemment que bah, vous avez pas les accès, vous n'avez pas les accès sur le repository, enfin sur les projets Node Secure. Pour ça, il faudrait que vous soyez dans notre organisation. Ce qui peut arriver, par exemple, là, c'est le cas de Pierre. On va faire un exemple avec un fork, mais Pierre est dans l'organisation parce qu'il fait souvent des contributions et donc on l'a ajouté pour que ce soit plus simple. C'est ce qu'on fait avec les contributeurs qui contribuent souvent parce que c'est beaucoup, ça leur simplifie la vie aussi parce que fork tout le temps et synchroniser des forks, ça devient chiant au bout d'un moment. Mm. Mais typiquement, quand vous êtes sur votre première contribution, effectivement, il va falloir faire fork. Donc là, il va demander le owner. Donc là, tu prends toi personnellement. Un conseil que je donne aussi, enfin, c'est peut-être pour ceux qui font de l'open source un peu plus régulièrement, mais moi, je me suis créé une organisation qui s'appelle Frask and Fork. Enfin, en gros, en fait, c'est mon orga de fork, en fait. Et du coup, je mets tous mes forks Ok, dedans, ouais, je vois. ce qui évite de polluer mon profil personnel. Donc voilà, c'est une technique parmi d'autres aussi d'utilisation d'organisation, mais ça peut être un bon conseil si vous faites pas mal de contributions, parce que vous vous retrouvez vite dans votre profil personnel avec 30 forks, et après vous devez les supprimer, enfin vous savez c'est un peu chiant quoi, ça mélange un peu les projets personnels avec les forks, etc. Donc voilà, en soi, normalement ici il n'y a pas grand chose à faire, hein. Je crois qu'il faut juste faire create fork, Ouais. exactement, et ça va aller euh, donc complètement dupliquer le projet. Et donc à partir de là, effectivement, tu pourras donc bah, cloner. Vas-y, n'hésite pas, clone. Donc c'est le moment où il faut quand même avoir un minimum de fondation sur Git. Donc là, il faut quand même vous entraîner un petit peu avec Git, quoi. Là, on n'est pas dans un tuto Git malheureusement, mais normalement, si vous avez fait un bootcamp ou quoi que ce soit, on vous a formé quand même au minimum sur Git. Donc là, il faudra faire Git clone, rentrer dans le dossier et utiliser votre éditeur. Donc là, en l'occurrence, il utilise code point donc pour ouvrir VS Code. Euh, mais enfin, si vous avez une IntelliJ ou je ne sais quoi, enfin, ouvrez le projet dans votre éditeur préféré. Euh, Ça marche très bien aussi. Euh, du coup, là, l'idée dans l'issue, tu vois ce que j'avais mis, Pierre, c'est que si on passait un petit peu de temps à lire, c'est que on a deux choix qui s'offrent à nous, c'est soit on update la probe isLiteral, ce qui je pense est la solution un peu, enfin qui est la solution qu'on va faire parce qu'elle est assez simple. Soit on recrée une nouvelle probe, mais c'est peut-être un peu tiré par les cheveux parce que je suis pas sûr. Enfin, aujourd'hui, je suis pas très sûr qu'on en ait besoin. Euh, Typiquement, si tu ouvres, vas-y, ouvre SRC, tu vois. On va regarder un petit peu. Voilà, tu fais le mode hacker qui connaît les raccourcis. Mais typiquement, voilà, enfin en mode beginner, on ouvre les dossiers à la souris. Euh, euh, Ouais. Et donc là, on va avoir différentes probes. Alors, qu'est-ce qu'une probe, en fait, pour expliquer un petit peu aux gens dans le contexte de ce projet? Une probe, en fait, c'est quelque chose qui va aller, entre parenthèses, on a appelé ça des probes parce que ça va récolter, un petit peu comme dans StarCraft, ça va récolter des informations et déclencher des warnings. Donc, typiquement, la isLiteral, ça recherche dans le code JavaScript tous les blocs qui sont des chaînes de caractères, en fait. Parce qu'un literal, c'est quoi? C'est une chaîne de caractères. Et donc, c'est ce que va faire, si tu regardes donc, ouais, de la ligne 16 à la ligne 20, c'est typiquement, n'hésite pas à refermer ton panel à gauche, comme ça on a un petit peu plus de visu sur le code, comme ça les gens peuvent voir. Euh, mais voilà, donc ici on va chercher tous les blocs de type literal avec une valeur qui est string, parce que il me semble qu'il y a des blocs qui peuvent être literal où il manque une valeur. En l'occurrence, nous, bah, on s'en fout de ces blocs-là parce que s'il n'y a pas de valeur, ça veut dire qu'il n'y a pas d'URL, donc il n'y a rien à vérifier. Enfin, en tout cas, il n'y a pas les choses qu'on veut vérifier à l'intérieur. Euh,
Et donc là, si on regarde un petit peu, on peut aller dans le code un petit peu. N'hésite pas à agrandir encore de 1, parce que je pense que les gens Ok. vont avoir un peu de mal à voir sinon là. Exactement, merci. Euh, et si on a un premier if, enfin on a de l'existant en fait. Nous, en l'occurrence, on n'a pas forcément envie de modifier l'existant. Donc typiquement, quand vous faites une contribution, c'est là où la difficulté, elle est un peu... Nous, on va passer évidemment quand même pas mal d'étapes parce que l'objectif, c'est pas d'y passer 2 heures ce soir. Mais évidemment, je vous disais tout à l'heure, quand vous voulez contribuer, notamment là, c'est une issue qui demande quand même un peu de travail, etc. Enfin, si vous serez quelqu'un qui arrive tout court, il faudrait quand même avoir un certain niveau, enfin être junior au minimum, voire intermédiaire. Et donc, mais c'est beaucoup de lecture. Il faut lire, c'est-à-dire que là, on jump parce que forcément, bon, j'aide Pierre, on fait la chose ensemble, mais nous, on connaît déjà un petit peu le projet, etc. Enfin, moi, je le connais même très bien puisque c'est moi qui l'ai fait. Donc, c'est un peu de la triche, forcément. Nous, on a un peu un mode triche activé. Mais évidemment, pour mieux s'y retrouver, et bah justement, vous avez éventuellement, vous, quand vous posez vos questions, moi, je vous dis, ah bah, il va falloir modifier isLiteral à tel endroit. Je vous guide euh, par texte sur le Discord ou quoi que ce soit, ou même si vous avez besoin d'un appel, on fait un appel. Je vous explique un petit peu. Et donc là, bon, on est un peu dans la même situation et on se dit, ok, donc là, ça vous donne un petit peu l'endroit où vous allez devoir faire votre code. Mais par contre, si vous voulez quand même mieux comprendre le code où vous intervenez, ce qui est quand même bien, hein, parce que bon, généralement, c'est quand même une mauvaise idée de faire une contribution si vous contribuez, enfin si vous comprenez rien au code qui entoure là où vous contribuez, c'est de quand même s'intéresser à ce qui se passe et les différentes choses. Et donc là, c'est là où ça prend du temps et de l'énergie parce que bah, forcément, en fonction du projet, bah, ça peut prendre plusieurs heures de travail. Enfin, une lecture, peut-être une semaine, le temps de lire un petit peu tous les soirs, etc. Enfin, chacun a un peu sa stratégie. Et c'est là où se trouve peut-être le plus gros de l'investissement finalement euh, dans l'open source. Enfin, en tout cas, quand on contribue comme ça, des fois, au début, c'est ça qui est vraiment pénalisant, quoi. Donc là, en l'occurrence, tu vois, mon idée, Pierre, c'est de faire un else if. En gros, on a if, on détecte une première expression régulière. Else if, si on détecte une URL malicieuse, on déclenche un warning, tu vois. C'était un peu mon idée. Ok. Donc, Non, bon, je t'avoue que j'ai regardé un peu avant. mm, Et c'est mm, vrai que mm. j'avais été mettre le code dans l'analyse littérale, parce qu'il y a aussi des add warnings dans l'analyse littérale. Ouais. Mais ce que je me disais, c'est que de toute façon, si on détecte une URL, on veut probablement. euh, c'est à discuter. Bon, ça, ce serait peut-être plus tard vérifier si on n'a pas des side effects à cause de ça, tu vois. Mais typiquement, je me disais, on veut probablement pas tomber dans analyse littérale euh, dans le cas où on tombe une string. Peut-être qu'on a envie d'analyser. Par contre, tu vois, on a analyse string en haut, ligne 28. Peut-être qu'on a envie d'exécuter ça quand même sur l'URL. Ça, c'est plus un détail d'implémentation qu'on va devoir gérer après, tu vois. Euh, qui peut être un peu compliqué quand, bah, justement, tu vois, sans avoir lu le code, etc., ça peut être un peu compliqué à avoir une vision. Mais pour le moment, je dirais que fonctionnellement parlant, allons à ce qui semble le plus simple. C'est faire un else if pour détecter notre cas à nous, un peu comme le premier. En fait, le premier if, c'est ce qu'il fait. Il détecte un cas, il va aller déclencher des warnings. On va faire exactement la même chose. Ok. Je sais que tu avais préparé tes expressions régulières. Voilà. Mais du coup, mes expressions régulières, moi, vu que je voulais boucler dessus, Pour moi, tu en as je besoin. fais 3 else if. Non, pour moi, tu en as besoin que d'une. En gros, ce qui nous intéresse, c'est est-ce que tu détectes une URL qui est malicieuse, tu déclenches un warning. En gros, pour moi, tu n'en as pas besoin de plusieurs, tu vois. Ok, parce Peut-être que je que, manque un cas, tu vois. Après, c'est peut-être moi qui manque des en choses, tu gros, vois. c'était ces 3 règles-là. Il y a les URL en bit.ly. Et, Oui, effectivement, ils ont amélioré. ouais. Non, mais Et gérons, en fait, pour le moment, j'ai envie de te dire, gérons un cas et ça peut être une évolution de la. Enfin, tu vois, on peut gérer ce cas-là maintenant et puis évoluer plus tard. L'objectif étant d'avoir quelque chose de simple aussi pour la rediffusion, tu vois. On va peut-être pas aller trop loin non plus pour le moment, tu vois. C'est ok.
à destination, voilà. C'est comme je disais, bon, l'objectif, ça va pas être d'y passer 2 heures non plus en gérant tous les cas, quoi. Euh, mais effectivement, ouais, l'idée, ça va être de peut-être faire une constante, tu vois. Je sais pas comment on pourrait gérer. Ah, quoique non, Ici, si tu fais une constante, ça va pas être terrible avec l'expression régulière, non? Ou une fonction. Une fonction, c'est vrai qu'on peut peut-être faire une fonction à part. euh, Je réfléchis, tu vois. Non, mais là, direct dans le Elsif. Mais tu vois, il faudrait. Parce que c'est vrai que c'est un peu chiant, tu vois, le fait qu'elle est assez grande, tu vois, en termes de maintenance. ouais, je sais pas. Après, là, mon écran est hyper zoomé, donc on a l'impression que c'est celui du Oui, c'est kilomètre. c'est pas faux. Ouais, non, c'est pas faux aussi, mais c'est- j'avais oublié ce détail. Mais ouais, non, mais là, directement, effectivement, là, dans le code, Ok. on va aller au plus simple pour le moment. Yes, et tu Point testes. test de node.value. Exactement, ouais. Alors, je sais plus si c'est value ou row, vérifie. Non, c'est value, non, 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 c'est bon. C'est value. Ouais, parce qu'on a les deux, on a value et row. Et juste fais attention. Est-ce qu'à la fin, fais attention qu'à la fin. Ouais, non, t'avais pas l'anti-slash, c'est bon. Ouais, je vérifiais juste l'expression et qu'elle soit bonne. Et du Non, a coup, ouais, priori, c'est bon. yep, effectivement. Et donc là, on teste tout simplement notre URL et on va aller déclencher un warning euh, qui est encore à décider. C'est vrai que là, Shady, ouais, Shady Link, c'est pas mal. Ben, ouais. Et exactement la même chose en fait, node value, node lock, exactement. Donc l'idée c'est d'attacher du coup l'URL, enfin la littérale en question, du coup pour qu'on puisse la retrouver avec le warning, et la location du warning lui-même. Alors par contre, il va falloir ajouter un nouveau warning, il me semble. Ouais. Euh, Ouais. C'est dans un fichier qui s'appelle warning, il me semble. c'est Voilà. là. On n'aura pas d'I18N pour le moment. Enfin, on peut mettre un I18N entre parenthèses qui est voilà, un nom, mais on faudra le gérer plus tard à part. Euh, Enfin, pour le moment, en gros, on s'en fout un petit peu, quoi. Voilà, on crée un nouveau warning qui s'appelle Shady Link. Euh, Security warning. Ouais, warning, exactement. Ouais. Expérimental, oui, parce que du coup, c'est un nouveau warning, donc effectivement, expérimental. Ok. Et donc là, peut-être reviens dans IsLiteral et on va regarder aussi. Tu vois, est-ce que tu peux retourner dans Analyze String? Parce que je ne me souviens plus euh, ce que ça fait Euh, exactement. Ouais, dans Analysis, voilà. Analyse de for hero, regardez. Qu'est-ce que ça fait de beau? Ça détecte un score de suspicion, un string dictionary. Le char, ça détecte du morse. C'est bienvenue. Euh, Non, je pense que tu vois, typiquement, on est dans un cas où je pense qu'on n'a pas, ici, on n'est pas couvert par. Enfin, tu vois, ces cas-là, ils sont pas valides dans le fait que si on détecte une URL, je pense qu'il faut exclure ces cas-là parce que dans le premier cas, on repasse dans ce truc-là parce qu'on a des chaînes hexadécimales qui peuvent être terriblement longue et donc on veut exécuter certaines fonctions comme string suspicion score qui va nous donner un score de suspicion. Enfin, typiquement, si c'est une string qui est super longue avec plein de caractères chelous, ça va nous le détecter, ça va nous créer un nouveau warning. Mais là, nous, on s'en fout. Qui dit que c'est une URL, qui dit que ça va déclencher un warning, qui dit qu'on est bon, quoi. Donc on n'a pas besoin, tu vois, typiquement on n'a pas besoin d'aller, tu vois, même moi j'avais le doute parce que pour le coup je suis plus dans le code, mais du coup on n'a pas besoin de l'appeler. ok. Euh, du coup, je pense qu'au niveau fonctionnel, on est plutôt bon. Il nous Ah ouais, faut, on est bon. Je pense qu'on il, est bon. il nous faut écrire du coup un test aussi pour vérifier qu'on est vraiment bon. Et donc là, effectivement, on voit qu'on monte l'arborescence quand même un petit peu parce que bon, les gens, comme toi, tu vois. Euh, Effectivement, on se trouve dans les choses sont assez logiques. On a un test probs
Euh, Isliterol. Reste zoomé parce que sinon je te jure, c'est vraiment pas. Je voulais dézoomer l'arbre à gauche, mais Mais non, mais c'est pas grave. En fait, c'est assez visible pour les gens. ok. Parce que sinon les gens vont pas réussir à lire. Et donc voilà, donc, tu peux refermer, mais voilà que les gens voilà, c'est dans un dossier de test à la racine, dans probs. Et effectivement, on va avoir donc un fichier de test par probe. Voilà, test probe isliteral.spec.js. Et donc l'idée là, ça va être de créer un nouveau test. Il faudra les refactoriser d'ailleurs avec le test runner à l'occasion. On peut prendre un test qui est pas trop compliqué parce que je pense qu'en soi-même on Ouais, aura celui-là, rien il est de... pas mal. Celui-là il est pas mal exactement parce que nous ce qu'on veut vérifier c'est exécuter avec une URL un peu un peu shady comme on dit. Euh, Je le détecte chez D-Link. ouais. Yep. Les gens nous feront des plaintes dans la review pour avoir des noms plus complets. Euh, et là donc on met une URL. Moi, je pensais à boucler sur chaque domaine en fait, mais ça vaut peut-être pas le coup de s'embêter comme ça. Non, typiquement, tu vois, à partir du moment où on détecte. Après, c'est quand même intéressant de dire, ouais, tu détectes des bits.ly ou tu vois des choses peut-être plus spécifiques. Mais Mhm. comme dit, c'est presque plus une évolution du warning. Enfin, c'est quelque chose qu'on peut réfléchir après, tu vois. Mais HTTP foobar.link, effectivement. Donc là, on est censé voilà, exactement retrouver notre warning. On est censé en avoir un. Faut enlever le commentaire aussi ligne 91 parce que pour le coup il est pas pour le coup c'est pas lié à ce qu'on est en train de tester. Mais normalement bah ouais si tu exécutes le test il devrait être bon. Donc on teste là en exécutant un code qui nous détecte bien notre URL comme étant en tout cas qui nous déclenche bien un warning pour nous dire on a une shady URL quoi. Oui c'est vrai qu'on n'avait pas fait npm install. Ouais, j'avais pas encore fait. Et encore une fois c'est non mais c'est les aléas du direct il n'y a pas de souci. Et donc ça, c'est important aussi. Enfin, une des choses qui peut être un peu compliquée quand vous commencez un petit peu l'open source, c'est de réussir à vous en sortir entre les tests, etc. Donc là, c'est pareil, il ne faut pas hésiter à demander de l'aide. Mais en tout cas, ça vous fait vraiment bosser tout un tas de compétences. Là, on n'est pas juste à pondre fonctionnellement. J'aurais exécuté le test à la main, tu vois, moi, typiquement. Mais ça va tellement vite. c'est, Ouais. c'est, Euh, mais typiquement, tu vois, pour montrer, parce que ça peut être intéressant de le voir aussi, tu peux par exemple aller tu peux faire CD, test. Enfin, tu vois, tu peux éventuellement te rendre dans le dossier en question, ah oui. probs. euh, voilà, et faire node is littéral. Enfin, exécuter à la main tout simplement le fichier de test, quoi. Node Ah espace oui, ok. is literal.spec, quoi. Voilà, tu vois, tu fais un tab complétion. Tac. Euh, ok. Et voilà, enfin, et du coup, Je c'est savais même bien. pas qu'on pouvait lancer les tests comme ça. Et bah c'est bien aussi parce que quand tu bosses que sur un fichier par exemple, bah, ça te permet de tout simplement relancer ton fichier. Enfin c'est quand même un peu plus rapide. Enfin on l'a vu, c'était quand même très rapide à exécuter les plus de Ouais. 200 UT. Mais là c'est encore évidemment encore plus rapide Moi c'est en tout cas c'est une habitude que je prends de faire comme ça quand je travaille vraiment sur une prod. J'exécute toujours mon fichier de prod indépendamment. Donc voilà, je voulais quand même le montrer. Mais on voit que du Ok. coup euh, du coup, bah voilà, on a ajouté notre test case, il fonctionne plutôt bien. Je me demande, est-ce on a peut-être un peu de documentation à faire aussi Ouais, normalement, il faut créer peut-être dans le README. la doc. Ouais, En on fait, doit ici, avoir de on a la doc, tous mais les probes ici. commence par le Dans le README. README, Ouais, mais si ouais. tu commences par le README, tu vois. Voilà. Oula. Hésite En fait, quand je suis hésite pas dans un fichier MD, mes raccourcis clavier, ils marchent plus. hésite pas, ouais, idem. Peut-être ferme le terminal aussi si t'en as, enfin, ou le réduis-le si t'as plus trop besoin, voilà, tac. Et où est-ce qu'on avait. Ouais.
ici, mais Ah, on va avoir, du coup, ça mm, sous-entend qu'on va avoir une définition TypeScript aussi à mettre à jour, j'avais ouais, oublié. Donc là, éventuellement, tu peux déjà l'ajouter d'avance, parce qu'on sait qu'on va l'avoir. Et vas-y, ok. continue à descendre. Donc là, voilà, hein, parmi les habitudes que n'hésitez pas à prendre, bah, regardez la documentation aussi. Si vous ajoutez une nouvelle API, il faut probablement la documenter. Et yes, effectivement, il va nous falloir euh, ajouter une nouvelle doc ici. Shading, voilà, tac. Euh, Contain, parce que là, on n'est même pas dans le probably, hein. Ouais. Ouais. Et du coup, on est bien dans Peut-être dans ce- rajoute shady slash unsafe, unsafe link, tu vois, par exemple. Tu vois, je pense que c'est pas mal, tu vois. Safe, suspicious. Ouais, ouais. Bon, ça, éventuellement, dans la review, les gens pourront. Ouais, On pourra avoir du retour sur comment Là, pareil, par exemple, si vous êtes. Parce que faire éventuellement une documentation, là, vous pouvez avoir bugué un petit peu sur qu'est-ce que je vais mettre exactement. C'est un bon exemple aussi, tu vois, ça, ce truc-là, de se dire. La panique de se dire, ouais, j'ai pas le bon truc directement, c'est pas encore très grave. Vous pouvez même éventuellement vous dire, là, je sais pas du tout. Je mets un truc soit bidon un petit peu, je tente de trouver un truc, et de toute façon, la review sera là, on ouvre une review, on demande aux collabs enfin aux différents contributeurs et corps contributeurs de regarder, et c'est là que nous on aura éventuellement des meilleures descriptions, des idées, enfin chacun aura sa petite réflexion et on travaillera comme ça. Donc là, faut pas hésiter non plus. Euh, c'est un peu comme j'espère. Enfin, en théorie, bon, c'est peut-être pas comme dans toutes les équipes et dans toutes les boîtes, mais normalement, voilà, dans une boîte, c'est pareil un petit peu. Des fois, vous avez une feature, vous ouvrez éventuellement votre feature en draft et on échange un petit peu. En tout cas, quand vous voyez les sujets sont un peu techniques et un peu compliqués, faut pas hésiter à faire ça. C'est pas personne vous jugera non plus. C'est ce qu'on fait nous aussi et donc. Voilà, faut pas du tout hésiter à faire ça non plus. Donc on n'a pas forcément Même moi là tout de suite sur le coup, je suis en mode ouais bon ça me paraît bien, mais peut-être que quelqu'un d'autre aura une réflexion et qu'on se dira ah oui évidemment on a peut-être pas fait ça. Enfin il nous manquait plein d'éléments quoi. Bah vas-y on let's go continuons. Peut-être mettre à jour du coup. Je pense qu'on a le ouais, index DTS à mettre à jour rapidement ou un de toute type. façon, là, dans le Redmi, il n'y a plus rien. On n'a plus rien dans le README. Non ça va pas être. Ça va être dans warning name. C'est pas warning name. Si, si, ouais, Ah, voilà, exactement. alors là, la différence entre warning with value et. Non, c'est pas très important le deuxième. Ok. En gros, tu as le link 10, c'est warning name with value, c'est des warnings avec des valeurs. Donc c'est le cas de ton shading puisqu'il a une Ah valeur. oui, ouais. Là où en Ok. fait, unsafe import, c'est un des seuls warnings où t'as pas de valeur en fait. T'as aucune valeur qui est attachée quoi. Parce que bah, c'est impossible d'attacher une valeur à ce warning là quoi, contextuellement. Donc c'est pour ça que tu as la diff en fait, c'est parce que le type, Ouais. tu as des types différents à certains moments quoi. Pour des unions de type, Ok. etc. Enfin, pour avoir les bonnes complétions. Genre, si tu as le warning, unsafe warning, au moins tu n'auras pas la valeur dans l'interface quoi. Donc voilà, bon bah Ok. faire du TypeScript, etc. aussi. Bon là c'est un fichier de définition, mais bah, voilà encore une fois hein, être amené à faire du TypeScript aussi. Euh, voilà. Et puis il nous reste du coup bah il nous reste une doc à faire. J'allais dire c'est peut-être le plus chiant des fois. C'est Ouais. pratiquement là dans tout ce Il y qu'on en a. a un qui est simple, celui-là, c'est très bien. Celui-là ça va, il est pas. Ok. Quelle efficacité quand même. Même moi, je suis pas aussi rapide que ça. Moi, j'aurais fait. Ah, mais c'est pas. Non, c'est vrai. Moi, j'aurais copié-collé, j'aurais créé un nouveau fichier, hein. Euh, Moi, je suis à Euh, l'ancienne, moi. Là, j'avais mis un underscore, bon, soit côté 18 ème. Ouais, ouais, parce qu'il y a des zones d'encore. Ouais. On est en expérimental et puis bon, bah c'est là, il faut qu'on arrive à sortir notre super talent en anglais qui sera de toute façon
qui sera pas à la hauteur. Mais surtout moi, hein, ils arrêtent pas de me reprendre les loulous là quand je fais des textes en anglais. Tony est là, il est témoin. Tony vient me corriger sur les trucs en anglais à chaque fois. Là. Après, c'est plus facile de corriger quelqu'un qui a écrit un truc qu'au moment où tu l'écris, en Ah fait. ouais, clairement. Non, bah ici, faudrait probablement s'inspirer de Guard Dog. Ils ont peut-être fait des descriptions et des choses aussi, mais j'ai pas trop vu. Euh, mais je pense que... C'est bien. Ouais, c'est très bien, ouais, j'avoue. C'est- Putain, il faudra leur mettre Aïe, un petit aïe. copyright. Non, non, mais bien sûr on les nommera. Chut, vous n'avez rien vu. Vladimir détourne le regard. Euh, when a package contain. Après, tu vois, eux, c'est un package, mais nous, c'est pas vraiment un package. Ouais, nous, When, c'est string, euh, when littéral. literal, ouais, ouais, ouais. Je mets Euh, un lien éventuellement. to a domain with a suspicious. Non, je suis pas sûr. When a literal, tu peux mettre peut-être entre parenthèses string, tu vois, pour dire, enfin, tu vois, parce que mon literal, c'est un peu Hmm. le terme AST, tu vois. Enfin, Et au pire, je mets un exemple. yep, exactement, ouais. Je pense qu'il faut mettre un exemple. Exactement. Ouais. Voilà. Euh, Fais voir un petit peu. Ouvre quelques autres docs. On avait quoi un petit peu dans les autres docs parsing error. Euh, Ça, je peux le rajouter. Yep, ça peut être pas mal. Hein. Après, je suppose qu'il y a aussi plus de trucs à dire sur. Oui, oui, il y en a d'autres où il y a plus de choses à dire. Ouais, où genre, on met des liens, on met des choses. Non, mais déjà, on est pas mal, ouais. Éventuellement, on peut mettre un. On pique des trucs partout. Ouais, bah, tu vois, bah voilà, tu vois, on peut s'inspirer de ça. Typiquement, effectivement, on peut leur mettre une note dans la doc aussi à Guard Dog. Ça me paraît très très bien aussi, hein, puisque de toute façon, anyway. Ouais. Bon, bah, j'allais dire, vous savez, vous avez ce même là qui dit je t'ai piqué ton code, et puis l'autre il répond c'était pas mon code. Ça m'étonnerait pas qu'ils nous disent ouais, on l'a piqué quelque part d'autre. Mais bon, c'est vrai qu'eux ils sont to Guard Dog Team. Euh, Ouais, ou tu vois, Ghost to Guardian Team. J'aurais peut-être mis un lien Guard Dog, tu vois, Ouais. vers leur projet, moi. J'aurais mis un lien vers le projet. Ok. Ouais, ouais, c'est pas mal. Non, bah tu vois, là, on est déjà pas mal. Comme une petite doc de base, on est cool, on leur a donné le crédit. Peut-être qu'il y aura peut-être un point après extension, tu vois, suspicious extension. Euh, euh, c'est dans le texte à finir par un point, quoi. Ouais, voilà, tac. Ouais. Et on est bon. Tu vois, je suis en train de réfléchir. Est-ce qu'on aurait raté quelque chose? Je suis en train de me dire non. On a Après, probablement. avec les tests, on peut aller plus loin en mettant des tests qui passent, par exemple. Mais je sais pas si c'est vraiment value ici. Enfin, pour le tuto. Non, 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 c'est bon. Non, bah voilà, typiquement, donc là, on a fini la contribution. Et donc l'idée, ça va être... Alors fais attention, ça c'est aussi un truc que je répète aux gens, il faut absolument que là, tu switches sur une autre branche. Ouais, Quand vous faites j'y ai des... pensé tout ça. Ouais, quand vous faites des forks, s'il vous plaît, ne travaillez jamais sur la branche principale, parce que quand vous allez... Typiquement, vous faites une contribution sur la branche principale, ça marche très bien. Mais si demain, vous revenez dessus pour resynchroniser, vous allez avoir des problèmes. Soit il faudrait faire des resets hard, etc. Enfin, tout un tas d'opérations que vous allez galérer à faire de toute façon si vous êtes débutant. Donc, il faut absolument ouais, faire une nouvelle branche. Vous faites votre fork, vous faites une nouvelle branche. Euh, c'est autorisé les espaces Ah oui, non, t'es déjà dans le commit, putain, je vais trop vite. J'étais en mode, ah, c'est autorisé dans les noms de branches. Dis Pardon. donc, j'ai trop vif. Donc voilà.
Effectivement, git checkout-b shadylink, on ajoute le commit git add point et on fait donc un commit. Donc nous on suit les conventions Angular, enfin en tout cas c'est comme ça qu'ils sont assez couramment appelés, mais en réalité beaucoup de projets suivent plus ou moins des conventions proches de ça. Nous on n'est pas très strict tant qu'on fait quelque chose qui ressemble plus ou moins et qui est plutôt cohérent, on accepte, il n'y a pas trop de soucis. Donc là tu préfixes de fit pour feature puisqu'on est en train d'ajouter une nouvelle fonctionnalité qui n'existe pas. Avec voilà un add shadylink warning, ce qui me paraît bien, voilà. Et donc bah voilà, tu peux faire ton commit. Je Et sais pas si j'ai ma remote, si c'est bon. Ouais, git push du coup. voilà. Éventuellement, bah, si vous n'avez pas la remote comme lui, faut faire git push espace origin espace. Je crois que c'est tout. Espace origine, espace. Je crois qu'il faut rajouter le nom de la branche. Le nom de la branche, ouais. Je crois que ouais. Mais voilà, mais normalement, si vous avez bien la remote, vous avez juste besoin de faire git push, mais sinon, ça peut être nécessaire si vous n'avez pas la remote. Ça arrive parfois. Voilà, et donc là, il va falloir montrer sur le GitHub où est-ce qu'on trouve la fonctionnalité. T'étais déjà sur ta... Pour faire la paire. Bah, en fait, j'ai cliqué sur le lien qu'il m'a mis. Là. Ah ouais, il fait ça maintenant. Ah ouais, je crois que ça fait un moment qu'il le fait. Enfin, ah ouais, non, j'apprends des trucs en même temps, dis donc. C'est fou ce truc-là. Ah ouais, non, c'est super bien. Ah ouais, donc cliquez sur le lien dans le terminal, c'est trop cool. Ah ouais, c'est incroyable. Ah ouais, moi je me fais chier à passer par l'interface et tout, tu vois. Mais dans tous les cas, si je vais ici, ouais, normalement ouais. il va me le. Ouais, voilà. Ouais, il te le fait même là. Moi, des fois, il me le fait pas. L'option marche pas. Donc, des fois, quand vous avez à le faire à la main, il faut juste il faut faire un compare across fork et s'ennuyer un petit peu, quoi. Bah, après, généralement, si vous avez besoin de mettre, évidemment, dans comme bon là, il n'y a pas forcément besoin de mettre beaucoup de description ici, parce que voilà. Mais ça peut être bien aussi d'avoir une description. Si vous êtes dans un projet, que vous faites votre première contribution, que les gens ne vous connaissent pas, n'hésitez pas à mettre un maximum de contexte. Ou même si vous faites un changement, par exemple, et que vous n'avez pas demandé préalablement de mettre du contexte de pourquoi vous faites ce changement, ou quelle fonctionnalité vous apportez. Enfin, voilà, n'hésitez pas à rajouter du contexte si nécessaire. Là, en l'occurrence, bah, on a déjà une issue qui existe qui explique le problème. Pierre ajoute une fonctionnalité par rapport à ce qui est demandé. Et donc, voilà, il met cette paire fixe hashtag 80, donc l'issue 80, ID 80. Mais typiquement, éventuellement, vous pouvez remettre le lien, etc. Enfin, voilà, si vous n'avez pas les petits tips, n'hésitez pas à dire bonjour, j'ai ajouté la fonctionnalité. Enfin, en anglais de préférence, parce que généralement, quand on est dans les issues, on parle tous en anglais. Comme ça, parce qu'il n'y a pas forcément que des contributeurs français sur la partie GitHub. On a aussi pas mal de gens anglophones qui viennent contribuer. Donc, comme ça, au moins, ça dessert tout le monde. Enfin, tout le monde peut comprendre. Voilà, même si votre anglais n'est pas parfait, c'est pas très très grave. Mais généralement, il faut pas. Enfin, voilà, sur ces parties-là, nous, on parle tous en anglais. Et bah voilà. Mais le reviewer à droite, éventuellement, tu peux mettre review, tu peux même request moi. À droite, tu vois, tu cliques sur request. Ouais. Request, ouais. Ouais, non. Là. Voilà. Tu peux éventuellement en configurer d'autres. En vrai, on peut même faire une secure core, notre secure contributeur. Ouais. C'est pas mal ça aussi, ouais. C'est vrai que moi je le fais jamais, mais voilà, typiquement, n'hésitez pas au minimum, voilà, mais n'hésitez pas à me mettre moi, comme ça, moi, éventuellement, je vois aussi que de manière générale, je les vois, mais ça m'arrive de les manquer, hein. Il y en a des fois, si vous en... ça, c'est un conseil pour le... Ouais, on a le salon. Exactement, voilà. Il reva sur le Discord et il va poster le lien, quoi. Je vais reprendre la main. Merci, Pierre. Tu vois, tu t'en es super bien sorti. Je voulais juste ajouter un truc. C'est bien de mettre de linker l'issue dans la paire parce que du coup, quand on va dans l'issue, bah déjà c'est tracé et quand la paire est mergée, l'issue elle est close automatiquement. Généralement, un truc que je conseille aussi, quand les gens me demandent comment je prends une issue, je leur dis, n'hésitez pas tout simplement à commenter. Bon, là, on l'a fait en live, on n'a peut-être pas pensé à le faire,
mais généralement, il faut commenter l'issue pour aller la prendre. Je vais refaire une partage. Tac, tac, tac. Je suis un peu perdu, le temps de faire mon Discord. Écran, screen 1. Voilà. Et hop, hop. Et je passe voilà, le stream dessus. Donc du coup, voilà, typiquement, je disais tout à l'heure, donc effectivement, tu as référencé donc, l'issue 80, donc on retourne dessus. Donc là, effectivement, généralement, ce que je dis aux gens, c'est n'hésitez pas à faire un commentaire quand vous voulez travailler sur quelque chose, dire hello, moi je prends le sujet, comme ça vous faites votre commentaire et moi je peux vous ajouter. Donc là, typiquement, je ferai Pierre Desmailly, tac. Et donc, voilà, la personne qui arrive, il n'y a pas encore de pull request, il voit que Pierre Desmailly a pris le sujet. Ça évite que vous fassiez quelque chose et que quelqu'un arrive en même temps et en fait se dit le sujet il est libre, moi aussi je le prends. Donc typiquement, moi, si quelqu'un me demande que je lui donne et que vous avez travaillé aussi sur le sujet, bon, ça peut être un peu chiant, quoi, parce que forcément, si vous avez fait 2 fois le même boulot, c'est pas cool, quoi. Donc ça c'est un des trucs qu'il faut penser, c'est quand vous voulez prendre des sujets comme ça, n'hésitez pas à écrire un commentaire, dire je travaille sur le sujet, moi je vous assigne, et comme ça en moins les autres savent que c'est déjà pris, que voilà. N'hésitez pas, si vous avez derrière pas le temps ou que vous n'avez pas complètement tout terminé, ouvrir une pull request en draft aussi. Là on a fait toute la feature quasiment voilà, instantanément en one shot. Mais si vous bloquez sur des éléments, etc., n'hésitez pas à ouvrir une pull request draft. Comme ça, ça nous permet déjà de faire des reviews en amont, de vous aider si vous avez des problèmes. Enfin, c'est beaucoup plus simple pour tout le monde. Et c'est vraiment pas une honte du tout, quoi. Voilà, on est assez efficace. Il y a peut-être des questions spécifiques, enfin des sujets que les gens ici veulent aborder, qui peuvent être sympas à discuter. Pas spécialement. Moi, j'avais juste une petite question. Ouais. Si par exemple, je sais pas, moi, il y a quelqu'un qui fait un. Et on peut faire un push directement à partir du moment où on fait un commit, de pousser ça sur une branche, je sais pas, par exemple une branche main, une branche importante en tout cas, sans que ça soit vérifié par vous. Enfin, si tu travailles sur ton fork, enfin, il y a pas de, enfin, tu peux travailler sur ton truc de ton côté nous, on le voit pas nécessairement, tu vois. Pour le coup, si t'as rien ouvert, enfin, je veux dire, hormis si on t'espionne nous, tu vois, mais ce qui est peu probable. Enfin, tu vois, on espionne très peu les gens sur les forks qu'ils font. Donc non, là on verra pas. Après, pour rejoindre ta question, si tu ouvres une pull request en draft, là par contre on verra évidemment tous les changements que tu fais. C'est d'ailleurs tout l'intérêt d'ouvrir quelque chose en draft, c'est qu'au moins on peut suivre les diverses évolutions qui sont faites, quoi. Ok, ouais, ça répond bien. En fait, c'était juste pour voir le niveau de sécurité, c'est comment. C'était un peu flou pour moi quand vous avez présenté ça au début. Là, je comprends mieux. Typiquement, j'avais un exemple, moi. C'est des choses, par exemple, moi j'ai commencé à travailler quelque chose il y a des semaines d'ailleurs, mais j'ai pas forcément eu le temps. Voilà, et par exemple, j'ai ouvert ça en draft parce que je commence à travailler dessus. Je me dis, j'ai pas forcément le temps parce que c'est la vie, c'est l'open source, on travaille sur notre temps libre, on a plein de choses à faire, on a d'autres sujets qui viennent en même temps, on essaye d'organiser tout ça. Donc, c'est pas forcément simple, hein. Faut pas croire qu'on fait tous les sujets en claquant des doigts. Donc, j'ouvre une pull request en draft. Je travaille de temps à autre dessus et ça permet éventuellement aux gens de voir un petit peu le travail que moi j'ai avancé, j'ai commencé à faire et éventuellement peut-être même de commencer à review, même si là en l'occurrence c'est encore du work in progress, donc c'est pas forcément là ce cas précis pas forcément bien pour de la review, mais
bah, les gens peuvent quand même review, etc. Donc là, typiquement, bah, quand vous êtes justement quand vous êtes junior, que vous faites première contrib, vous avez un peu besoin d'aide, bah, typiquement, c'est une bonne manipulation à faire. C'est ouvrir un draft, me demander de review, d'aider. Et généralement, c'est comme ça qu'on travaille, même dans plusieurs pull requests. Voilà, par exemple, Sofiane et Pierre ont travaillé récemment sur une pull request. Si voilà, ils l'ont ouvert en draft au début, il me semble. Euh, Ouais. Il y en a des PR qui passent là-dedans. Et Euh, là, en dessous, pas de scorecard commande. ah ouais, il y en a, on en a émergé déjà. J'ai l'impression que c'était hier. Et donc typiquement, bon, ils l'ont ouvert en draft, en work in progress, et voilà, ils avaient fait quelque chose de base. Ils m'ont demandé de la review, donc moi, je review au fur et à mesure, on travaille, et à travers les semaines, bah, on continue à travailler, refactoriser, jusqu'au moment où on dit bon bah là on est vachement bon, on est ok et on merge quoi. Donc typiquement c'est un process qu'on peut prendre et qui peut différer d'un contexte d'entreprise où soit on veut quelque chose de rapide où généralement les développeurs vont faire une tâche entièrement puis la poster d'un coup. Mais en fait en open source on a tellement des délais qui peuvent être soit longs, des tâches qui peuvent être aussi techniquement qui peuvent avoir un certain challenge. On veut aussi éventuellement une certaine qualité, c'est-à-dire que plus le sujet parce que là le sujet était quand même demandait une certaine rigueur avec des tests, avec un tas de choses. Donc là ça allait beaucoup plus loin. Donc là on se laisse aussi le temps de faire les choses bien et donc bah, ça peut prendre des semaines. On a des sujets très exceptionnels qui peuvent prendre des mois, peut-être même des années pour quand on est vachement déter, notamment avec certains corps contributeurs. On est sur un sujet depuis 1 an et demi. Donc voilà, c'est des choses qui sont normales pour nous. Quand vous êtes vous voulez venir contribuer, ne voyez pas ça comme quelque chose de dégradant ou qui va être jugé, etc. En fait, pour nous, c'est clairement quelque chose de normal. Et pareil, des fois, si le sujet, il peut être, des fois, vous prenez un sujet, peut-être que vous avez la motivation et euh, que vous êtes dit, ouais, ce sujet technique, je vais le tacler. Peut-être que vous aurez fait 50% du sujet et au 50%, vous vous direz, là, ça commence à devenir un peu difficile pour moi, je commence à bloquer vraiment sérieusement. Donc là, on peut éventuellement travailler avec vous pour vous débloquer. Ou au pire, si vous êtes vraiment bloqué, vous avez vraiment plus le temps, c'est pas grave non plus. Si vous avez fait 50%, bah c'est 50% du travail qu'on n'aura pas à faire et que quelqu'un d'autre soit va pouvoir reprendre, qu'on va pouvoir reprendre. Et là, c'est pareil, dans l'open source, c'est pas quelque chose de spécialement honteux. Nous, je le disais encore avant le sunrise de ce soir, moi, des choses que j'ai commencé, que j'ai pas terminé, je les compte même plus. Euh, on a même des projets qui sont en cours là depuis 2 ans où j'ai même pas pondu encore un prototype. Enfin, pour nous, c'est normal en fait. Donc, on est assez détaché émotionnellement de tout ça. Ça n'a pas de conséquences outre mesure. Donc, c'est pareil, voilà, parce qu'on a déjà eu des cas où les gens voilà, nous disent ah, j'ai un peu honte, voilà, je suis parvenu depuis 4 mois parce que j'avais complètement honte de parler de ça, etc. Mais c'est pas du tout grave, c'est pas quelque chose qui nous impacte. Et c'est pas du tout une fatalité. Vaut mieux itérer, se dire bon bah c'était peut-être un peu compliqué ce truc-là, on va repartir sur plus simple, etc. Voilà. Ça je le précise aussi parce que c'est important. Enfin, croyez pas que voilà, enfin vous pouvez débarquer. Voilà, il y a des sujets qui restent quand même techniquement quand même assez difficiles quoi à prendre en main, etc. Et surtout bah, quand vous avez à le faire sur votre temps libre, etc. Ou que vous êtes vraiment junior et que forcément vous avez beaucoup de notions à acquérir. Et donc forcément, bah, ça demande du travail et de l'investissement, quoi. Ce qui n'est pas simple. Euh, Désolé, hein, à chaque fois, je pars dans d'autres sujets. D'autres questions? Vous avez d'autres questions, d'autres sujets spécifiques? Nope. On a été... c'est une soirée ultra efficace. Hein. On a été... Ouais. Je pense, je pensais on aurait passé plus de temps que ça, mais en vrai, c'est pas mal. Hein. Ça donne une record aussi qui est vachement cool à suivre. Donc, ça va être vachement sympa. Je pense que les gens sur la rediff vont bien aimer.
En tout cas, voilà, c'était cool. Je suis en train d'essayer de réfléchir en même temps de quels sont les conseils que je pourrais donner en plus à des développeurs juniors, etc. Mais bon, je pense que globalement, j'ai fait un peu le tour. Voilà, de toute façon, faut pas hésiter à se lancer, à se mettre, enfin, à se jeter à l'eau quand vous voulez faire de l'open source. C'est pas nécessairement sur mes projets à moi aujourd'hui. Enfin, forcément, comme je vous l'ai dit au début, bon bah là, on est forcément biaisé parce que moi, je parle forcément de mes projets, etc. Mais si mes projets vous parlent pas, vous acharnez pas sur mes projets. Hein, le faites pas ça, ça va vraiment pas vous motiver, etc. Donc ce sera pas cool et vous arriverez pas. Mais voilà, donc l'open source c'est large, donc peut-être qu'il y a d'autres projets qui vous intéressent avec des centres d'intérêt, enfin ou en tout cas des sujets qui vous bottent grave. Et donc voilà, essayez juste de trouver des projets un peu orientés communauté, etc., qui peuvent être sympas. Mais après, c'est vrai qu'une des forces que nous, on a, c'est qu'à travers le Discord, etc., il y a beaucoup de choses qui sont en français. Vous avez des mainteneurs qui sont en français, donc qui peuvent parler en français aussi. Donc forcément, c'est un truc qui est cool et qui est quand même assez rare, je pense, voilà, globalement dans l'écosystème. Vous verrez rarement autre chose que de l'anglais, mais c'est vrai que nous, on a beaucoup cet aspect français, donc c'est aussi peut-être plus simple pour beaucoup de monde de venir contribuer quand on peut parler dans sa langue natale, parce que bah déjà que si on n'est pas, enfin on a des difficultés techniques, ça peut être en plus encore pire si on a des difficultés à dialoguer. Donc là, ouais, évidemment, je sais que ça attire pas mal de monde. Voilà, du coup, je vais couper l'enregistrement. Merci YouTube d'avoir regardé. On se retrouvera. Alors, semaine prochaine, il n'y a pas de Sunrise, mais je ferai un nouveau Sunrise justement sur les abstracts syntax tree. Donc, ça permettra aux gens qui veulent éventuellement contribuer au projet qu'on vient de voir et de mieux le comprendre. Donc, j'aborderai ça avec Antoine, qui est un des core collaborateurs de notre Secure. Et vous aurez l'annonce prochaine au courant de semaine qui arrive. Voilà, voilà, ciao YouTube.